Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. J'espère que tu vas très très bien aujourd'hui. Nous recevons un invité de marque, donc c'est Thierry Godet, président fondateur de Cavissima. Et aujourd'hui, on va parler de vin, on va parler de l'investissement dans le vin. Ça fait un petit moment que j'en parle et surtout que je voulais faire une émission sur le sujet et rien de mieux que d'avoir Thierry avec nous aujourd'hui. Alors, on va aborder différentes perspective de cet investissement, c'est-à-dire que moi, de mon côté, voilà, en dehors d'une passion pour le vin, j'ai aujourd'hui investi, on va dire, à 360 degrés dans ce domaine. Alors, plusieurs sociétés de distribution dans le vin, directement dans des sociétés, dans des vignes et bien évidemment dans une cave avec des bouteilles de grands crus et on va en parler aujourd'hui. Donc, je vais très vite donner la parole à Thierry pour qu'il se présente et qu'il nous présente également Cavissima. Merci Thierry d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci à vous, François, et puis c'est un honneur de prendre la parole. Bah, merci encore à vous. Alors, on va faire très facile comme première question. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours et qu'est-ce que vous vous proposez avec Cavissima? Alors, moi, je suis un jeune entrepreneur, j'ai 61 ans. J'ai créé Cavissima il y a 11 ans, c'est pour ça que je dis que je suis un jeune entrepreneur. C'est Et dans la l'idée tête. de Cavissima, à la base, c'était de proposer à des clients une solution d'achat de vin et de stockage, Mhm. partant du principe que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cave, partant du principe que le vin prend de plus en plus de valeur, et partant du principe que bon, on peut être amené à déménager, c'était mon cas d'ailleurs, que les vins qui prennent de la valeur, il faut les protéger. J'ai eu la malchance d'être cambriolé à 2 reprises. Ma cave a été cambriolée à Paris à 2 reprises. Et puis finalement, le vin, c'est la cave à vin. Ça peut être aussi quelque chose qui doit vivre. Et donc l'idée, c'était d'offrir une solution 100% sur Internet avec un catalogue de grands vins, une solution de stockage, un logiciel de gestion de cave. Et puis, assez vite, nos clients nous ont dit c'est une belle réussite, votre offre, mais on voudrait pouvoir revendre les bouteilles, on voudrait pouvoir investir dans le vin. Donc, en 2012, on a développé plusieurs solutions, deux solutions que je vais présenter après. Et c'est comme ça qu'on est venu après, à proposer l'investissement dans le vin, euh, qui est quelque chose de très, très sympathique pour nos clients. Oui, alors c'est sûr que c'est un sujet qui est intéressant, surtout au vu du contexte économique. Alors, on va en parler, on va parler de ce que ça représente en tant qu'investissement pur, comment on peut faire, comment on peut travailler avec vous. Mais en ce moment, c'est-à-dire, j'imagine aussi, on n'a pas discuté, mais de ce qui s'est passé en 2020, 2021, d'ailleurs, malgré, on va dire, là, ce qui se passe, malgré les crises économiques, les crises sanitaires, on peut même aller plus loin, malgré les taux négatifs, la forte volatilité des marchés financiers. Ça incite aussi de plus en plus de personnes, de particuliers, hein, à rechercher aussi des actifs tangibles, ce que j'appelle moi investir dans l'économie réelle. Non seulement, ok, c'est peu volatile, on est sur quelque chose qui est palpable, mais en plus, on est dans l'économie réelle. C'est quelque chose qu'on peut toucher. J'ai justement sous les yeux un papier qu'on est en train de divulguer. Au cours de l'année 2020, au plus fort de la crise, on a vu que le CAC 40 avait chuté de 40% en 20 jours. Et dans le même temps, le vin, lui, les cours du vin ont chuté de 3%. Et ont très très vite recouvré leur plus haut historique, comme toujours avec le vin. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a analysé, nous, la volatilité tout au long de cette année Mhm. 2020, et on voit que quand la volatilité elle est de l'ordre de 4,3, 4,6%, suivant l'indice qu'on prend. Ça, ce sont des données qui nous sont fournies par des... J'ai fait travailler des étudiants dans un master de l'Université de Clermont
des étudiants en finance de marché, hein, voilà, ils ont fait tourner les chiffres sur la volatilité sur la base des données Wine Insider, qui est une société avec laquelle on travaille et qui nous fournit de la data, hein, qui fournit la data. Ce sont des gens très très sérieux. Alors quand on est sur 4,6%, pour le vin, ben, on observe que le MSCI World, lui, il s'est promené à 23%, le CAC 40 à 28, 27%, Hmm. l'or à 11%, et juste que les obligations d'État qui effectivement ont évolué dans un spectre beaucoup plus étroit, et c'est normal puisque les cours sont fixés par avance. Et est-ce que justement vous avez vu un changement sur l'année 2020 en termes de clientèle, en termes de demande, sachant aussi que c'est un placement alternatif dans tous les cas, mais même un petit peu prestigieux. C'est-à-dire que ça peut être considéré un peu comme des œuvres d'art, comme voitures de collection, comme des montres. Est-ce que vous avez vu un changement dans le Alors comportement? oui, oui, bien sûr, il y a eu un changement. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a maintenant, on est actif sur ce marché de l'investissement dans le vin depuis 2012. Donc on a un historique de performance, et on publie en totale transparence, hein, nos chiffres. Donc les clients peuvent se renseigner, puis s'aperçoivent qu'on fait les choses de façon sérieuse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a maintenant un cadre juridique dans le code monétaire et financier Hmm. a ouvert une rubrique qui s'appelle intermédiaire en biens divers. Et donc, il y a des agréments qui sont décernés par l'AMF. Chez Cavissima, nous disposons de 2 agréments. Donc ça, alors ça, c'est pas une garantie de succès, bien sûr, mais Oui. quelque part, c'est un gage de sérieux sur nos processus, sur notre façon de procéder, notre façon comment dirais-je, d'identifier les métriques qui vont permettre d'évaluer ce produit qui est non coté, et ça reste donc quelque chose de Non, complexe. mais c'est important de le rappeler, surtout le côté, intermédiaire en biens divers, parce qu'au final, il y en a pas beaucoup en France qui sont vraiment IBD. Non, La plupart en plus, c'est dans le vin si je me trompe pas oui. et c'est d'autant plus important, à la fois pour ce que ça représente évidemment vis-à-vis de l'AMF et derrière pour le suivi, pour la logistique, pour, les investisseurs. Donc c'est très important de le rappeler, ouais. Voilà, c'est ça. Et alors donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu arriver des investisseurs très qualifiés, parmi nos clients, des gens qui ont l'habitude de regarder les différents produits d'investissement, qui ont l'habitude de consulter Reuters, Bloomberg ou FactSet, hein, et qui se sont dit, bah, c'est véritablement le moment de diversifier nos portefeuilles, et on va ajouter un peu de vin parce qu'effectivement, le vin, il est là pour, on va dire, réduire l'exposition au risque. Voilà, ça c'est la première des caractéristiques de l'investissement dans le vin, hein, c'est réduire l'exposition au risque. Le rendement est intéressant, il y a peut-être des choses qui sont forcément plus intéressantes, mais la volatilité est tellement faible, à la fois on l'a vu, on a pu le mesurer dans la crise et aussi sur 15 ans. Là, je suis en train de préparer un petit papier où j'ai fait sortir la volatilité entre 2007 et 2021. Mmh. On est entre 7 et 7% pour les 100 plus belles marques de Bordeaux, l'indice des 100 plus belles marques de Bordeaux. Sur les 10 plus prestigieuses, c'est un petit peu plus volatile, c'est 11%. Enfin, rien à voir avec ce qu'on considère sur le CAC 40, qui est enrichi des dividendes, qui lui offre une volatilité de 20%, l'or une volatilité de 16,4%. On est quand même bien, bien, bien en retrait de toutes ces autres classes d'actifs. Et c'est ce qui donne de l'intérêt finalement au-delà du plaisir, hein, puisque l'idée Oui. aussi de se faire une cave d'investissement, c'est de mettre des produits qui font rêver et d'être propriétaire de ces très très beaux produits, quoi. Oui, alors d'autant plus, alors même, c'est sûr que la volatilité, c'est toujours un sujet, même si au final la volatilité, c'est pas forcément synonyme de risque. Bon, on parle de long terme quand même, mais en termes de rendement,
pure, si on parle de rentabilité, ça reste quand même très intéressant. C'est-à-dire, bon, il y a plusieurs indices, il y a l'évolution des indices Ideal Wine justement, dont on peut parler, mais quand on regarde dans les chiffres, même si on ne peut pas faire de promesses par rapport à ce qui s'est fait passer, et bien évidemment, ça reste des rendements très intéressants quand même par rapport au peu de risques et au peu de volatilité que ça représente. Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'est de s'appuyer sur un support, un sous-jacent qui est moi je dis, c'est compris entre 4 à 8%. Alors ça, toutes les études l'ont montré depuis une dizaine d'années, que quel que soit l'indice qu'on va prendre, sur une période de 20 ans, on est sur des évolutions annuelles, des progressions annuelles des cours de l'ordre de 4 à 8%. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher ce sous-jacent qui est assez solide, et d'utiliser le savoir-faire de Cavissima, des équipes d'experts de Cavissima, pour aller chercher des produits qui performent plus que la moyenne, qui sont moins Exactement. exposés au risque, pour pouvoir essayer d'obtenir des rendements qui sont intéressants. Oui, Et en plus, on est jamais à l'abri d'une bonne surprise, parce que là, j'ai en tête, ouais, un produit que vous mettez aussi en avant, que vous avez déjà fait, mais le Château Margaux 2015 qui avait fait, je crois, c'était 200% en 2 ans. Ça peut faire ouais, exploser. 200%, il a fait x3, ouais. Ouais, il a fait x3, donc forcément, ça fait augmenter drastiquement un portefeuille global, mais c'est aussi ça d'avoir la vision et d'être accompagné aussi derrière. Oui, tout à fait. Alors bon, c'est une belle histoire, hein, pour ceux qui ont eu la chance de le mettre en cave. Malheureusement, et ça reste un petit peu exceptionnel. Oui. Mais il y a quand même, mais au-delà de ce Château Margaux 2015, il y a quand même toujours une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de valeurs qu'on regarde de très très près, et qui chacun peuvent avoir un rôle aussi dans un portefeuille. C'est-à-dire, il y en a certains qui ont plus de volatilité, mais un espoir de rendement plus élevé. Et puis après, on va regarder aussi, nous, on va regarder la liquidité, parce que on est sur un produit d'exception. Les consommateurs de bouteilles très très chères ne sont pas à l'infini, hein. Et puis, on va regarder les lieux de dégustation. On sait qu'il y a des vins qui sont recherchés par les Chinois, d'autres qui sont recherchés par les Américains. Donc, Mmh, mmh, on mmh. va aussi essayer de détecter la demande sur les différentes zones de consommation dans le monde, comprendre un petit peu les usages. Donc, on a des antennes qui sont un peu dressées. Moi, j'ai des antennes en Chine, voilà. Et c'est assez intéressant, parce que ça nous permet de savoir un petit peu comment les goûts évoluent, quelles sont Oui. les Mmh, habitudes, mmh, mmh. et puis de pouvoir aussi, et ça fait partie du travail d'audit qu'on fait, hein, d'audit financier. Oui, parce qu'on peut faire même une petite parenthèse là-dessus, c'est-à-dire que le marché asiatique en ce moment, enfin en ce moment et surtout dans le futur, peut aussi tendre la demande, parce que là, le marché asiatique, avec le nombre de millionnaires, de milliardaires qui augmente tous les jours, l'offre est toujours la même. C'est-à-dire que ça peut faire exploser le marché aussi. Ça, c'est clair. C'est en fait là, si on regarde le mécanisme de prise de valeur du vin, c'est le seul produit qui prend de la valeur gustative avec une conservation, hein. Vous prenez une voiture, a priori, vous mettez la C'est un clé bon comme exemple. contact dedans, vous avez déjà perdu 20%, quoi, hein. Alors que le vin, non, pas du tout. Le vin va gagner en valeur gustative. Et comme il va y avoir destruction parce qu'il y aura consommation, les stocks résiduels vont baisser, le vin s'est amélioré, et donc sur un plan théorique, il y a donc création de valeur financière, hein, et qui va se mesurer uniquement au moment où la bouteille va changer, où les bouteilles Mmh. vont changer de main. Donc, on est effectivement sur des bouteilles de vin qui peuvent, dans une cave d'investissement, on va chercher des bouteilles des grands crus essentiellement, parfois des premiers crus de Bourgogne, ou des assimilés, mais des vins qui vont pouvoir revieillir 20 ans, 30 ans, parfois 40 ans ou plus, qui sont correctement positionnés en prix au départ, et dont les prix vont pouvoir fluctuer à la hausse en changeant de main.
Voilà. Ça, c'est assez intéressant. Et là, la consommation est importante. C'est ce qu'il faut, c'est qu'on regarde un petit peu les produits qui font l'objet d'une consommation, parce que c'est cette consommation qui va créer une prise de valeur naturelle. Donc, on est très, 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 très précautionneux sur des produits qui seraient trop spéculatifs, Ouais. comme la Romanée Conti ou comme Pétrus. Voilà, il y en a plein, il y en a plein dans les caves de fonds d'investissement et de choses comme ça. Si les bouteilles ne sont pas bues, ça peut devenir potentiellement un actif pourri. Donc, voilà. Mais ça fait partie de notre travail d'identifier Oui, je confirme. Je confirme. d'identifier ce marché. Euh, Ouais, c'était une des raisons pour laquelle j'ai commencé à travailler avec vous, ça fait un petit moment déjà. Alors, pour ceux qui suivent l'émission de près, vous le savez, alors, encore certains depuis des années, je mets très peu de personnes en avant, très peu de services en avant, et encore, même la plupart du temps, ça va être des personnes avec lesquelles on va discuter de l'actualité, qui n'ont rien à proposer. Donc, le très, très, très peu de fois où je mets des personnes en avant comme ça, c'est parce que moi, je l'utilise, parce que j'en ai confiance, et surtout, c'est très, très, très sérieux. Donc, il y avait vraiment 2 raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler avec Cavissima. C'était, le premier, bon, déjà, tout ce qui est d'un point de vue logistique, hein, parce que Cavissima s'occupe de tout, hein, le transport, l'assurance, la conservation, j'en passe, c'est les meilleurs, le stockage, et le côté évidemment, suivi personnalisé, accompagnement, permanent. Donc ça, il faut le dire. Alors je ne sais pas si Thierry, vous voulez rebondir là-dessus, mais c'est important même s'il y a plusieurs offres, de le mentionner. oui, Et alors, si des personnes sont intéressées, d'avoir une gestion qui soit plus ou moins libre, plus ou moins éclairée en fonction du profil de l'investisseur. c'est ça. Donc, en fait, en France, on sait que le vin prend de la valeur. Et toute la question est de savoir quel vin vais-je acheter et comment je vais gérer ma cave. Donc, à cette question-là, ben, nous, on a répondu par deux solutions. La première solution, c'est une solution qui est, on va dire, 100% digitale, où l'idée, c'est d'offrir des outils et éventuellement de former nos clients sur les outils pour qu'ils puissent apprendre les critères pertinents. Voilà. Et puis à ce moment-là, là, les vins sont achetés avec TVA et sont conservés dans une cave qui est en Bourgogne. Et puis, en un clic, le client peut décider de revendre ses bouteilles ou bien de se les faire livrer. Il a acheté 6 bouteilles, il peut en vendre une, il peut en Mmh. vendre Ça, c'est deux, il très peut bien, en c'est vrai. Ouais. vendre trois. Il fait ce qu'il veut avec sa cave. Voilà. Et donc ça, c'est un outil qui est vraiment très, très sympa et qui rencontre un franc succès. Et on a développé pléthore d'outils pour pouvoir permettre aux clients de voir quelle était la liquidité, quel était le rendement issu des transactions, etc. On a un bel historique. Bon, on est en train de travailler de façon. Et donc là, l'idée, c'est, voilà, vous êtes amateur de vin, devenez maintenant trader. Et puis faites une cave qui est à mi-chemin entre le plaisir et l'investissement. N'hésitez pas à acheter 3 bouteilles d'Angélus parce que c'est ça qui vous fait rêver. Bah, vous en boirez une et vous en revendrez 2. Et comme ça vous paiera toute partie avec un C'est peu de ça. chance de cette fameuse bouteille. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier pour des gens qui ont envie de se piquer pour ces grands vins français qu'on a et moi, je vais vous dire, j'ai voyagé dans le monde entier. Hein. Et ben, je trouve que quand je suis revenu m'installer en France, j'avais qu'une seule envie, c'était de découvrir ce patrimoine exceptionnel que le monde entier nous envie. Et j'invite tous les Français amateurs de vin à tester nos outils parce que c'est une façon absolument incroyable d'accéder à des très très belles bouteilles. Et puis Mmh, mmh, mmh. l'autre solution, c'est une solution avec un accompagnement un peu renforcé à partir de 20 000 euros pour des investisseurs. Alors, on a mis le curseur à 20 000 euros parce que là, il y a vraiment un accompagnement et l'accompagnement, ça coûte cher, ce sont des coûts. Et donc, l'investissement dans le vin, c'est passionnant. Et en même temps, il y a des coûts de stockage parce qu'il faut stocker les bouteilles, il y a des coûts d'assurance.
Et donc, l'accompagnement, il va y avoir des coups de gestion, hein, qu'on a souhaité être le plus filigrane possible. Et donc, on dialogue avec. Alors, on fait. La CAF se fait de la façon suivante: on fait une proposition sur la base du placement qui est réalisé par le client. Et puis cette proposition, elle est commentée elle est préparée par une équipe d'experts que je dirige. Et puis après, elle est commentée, elle est présentée au client. Donc, on a un joli parcours dans le vignoble. euh, Mmh, mmh mh. qui est fait par des gens passionnés, mais des très experts dans le domaine. Et puis ce parcours, et puis une fois que la cave elle est dessinée, une fois que le client a choisi son allocation sur la base de la proposition, bah, les vins sont achetés, sont livrés cette fois-ci au Port Franc de Genève. Donc il n'y a pas de TVA qui s'applique. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est-à-dire que pour le même investissement, le même montant, vous avez 20% de vin en plus. Et Oui. si jamais vous décidez de boire vos bouteilles de vin, on vous livre et là, vous payez la TVA uniquement au moment de la livraison. Donc, ça peut être 5 ans, 7 ans plus tard. Et la TVA se paye sur la valeur d'achat à l'entrée. C'est donc, il y a un levier fiscal qui est vraiment très, Oui, très. l'exonération de TVA est aussi très intéressante sur, l'offre-là, oui, bien sûr. Et puis après, pendant toute la durée du contrat, il y a un dialogue qui s'installe avec un gestionnaire de compte qui est, lui, installé dans le marché et qui va revendre les bouteilles de vin. Alors, c'est celui qui l'achète, mais il revend, et il revend les bouteilles de nos clients. Il revend sur le marché de Londres, il revend sur le marché de Bordeaux, il revend en Suisse, etc. On a tout un réseau. Et donc là, finalement, on est là. Alors, on a aussi, si les cours sont extrêmement favorables, on va appeler nos clients pour leur dire, écoutez, voilà, là, on a une proposition d'achat sur vos vins. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, si on appelle nos clients, en général, c'est que la proposition est intéressante Oui, parce que voilà, il faut pas non plus perdre de temps. Et donc, ça, c'est. Voilà. Et donc, dans cette deuxième offre, là, on va travailler avec euh, un univers d'investissement qui est extrêmement réduit. Ce n'est pas 1%, c'est 0,3 ou 0,4% des grands crus. Et c'est vraiment une sélection qui est très, très pointue. Euh, voilà, une sélection qui est aussi très, très recherchée, parce que là, on est, euh, on est en lutte avec tout un tas d'autres acheteurs. Et puis voilà, on est bien installé sur le marché, donc on arrive à obtenir des grosses allocations sur ces vins-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les propriétaires apprécient aussi le travail qu'on fait. mmh, très bien, ouais. Mmh. Voilà, on entretient d'excellentes relations avec la plupart des châteaux et des propriétés qui font des vins d'exception, ce qui nous permet d'avoir des allocations. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir emmener nos clients de temps à autre dans le vignoble pour leur ouvrir les portes parce que, encore une fois, on a en France des gens qui sont dans l'excellence mondiale. Il y a notamment, moi je connais bien Bordeaux, j'y vais très très souvent, mais il y a à Bordeaux des facultés, il y a des universités, il y a des œnologues qui vont d'une maison à l'autre. Il y a des grands winemakers, des gens qui échangent et qui de plus en plus travaillent en intelligence collective et donc maintiennent sur Bordeaux l'excellence. Et puis, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a une compétition mondiale dans Oui. ce domaine-là. Et là, après, je voudrais revenir à la question précédente que vous avez posée sur que s'est-il passé en 2020. Il y a une compétition mondiale et Bordeaux est le clair leader mondial dans sa gamme de produits Grand Cru. Donc, il y a eu une émulation qui a été mise en place par Robert Parker, hein, on se souvient du Grand Oui. Critique.
Ouais, il y a qu'à regarder le top de Parker pour voir qu'effectivement Bordeaux est très très bien. Voilà, c'est ça. Et donc, tout le monde a voulu copier Bordeaux. Et maintenant, Bordeaux est en train de réagir. Et il y a des jeunes générations de winemakers qui ont 35, 45 ans et qui regardent ce que faisaient les anciens, qui sont en train de revenir sur des pratiques culturelles très propres, biodynamie, hein, IKEM a Oui. décidé de faire une transition en biodynamie, Château Latour, pareil. Et puis il y en aura d'autres, hein, ça va succéder. Ils vont tous se succéder, ils n'ont pas le choix, il va falloir passer par ce genre de choses. Et ça, c'est très très plaisant à suivre et à voir, parce que les vins vont seront, plus le temps va aller, plus les vins seront fins, digestes, précis. J'assiste à une évolution magnifique sur la qualité. Et donc, en fait, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé, François? Il s'est passé que Bordeaux a frappé un grand coup sur la table en Oui, je disant confirme. hors de question que les Américains ou les Italiens euh, prennent des parts de marché, nous prennent des parts de marché, on baisse les prix. Et ils ont baissé les prix de 15 à 30%, ce qui a redonné un souffle fabuleux à la campagne des primeurs 2019. Ceux qui ont eu la Hmm. chance d'en acheter, bah, tant mieux pour eux. Ceux qui nous écoutent, il nous en reste un tout petit peu sur la structure Cavissima Grand Cru en gestion, l'offre en gestion éclairée, hein, à Oui, c'est partir vrai que c'était assez exceptionnel quand ils ont annoncé ça, c'est vrai. Oui. Oui, c'est de... pour ceux qui suivent un petit peu le marché. Et donc, il y a eu un engouement très très fort pour nos produits d'investissement parce qu'effectivement, tous ceux qui ont entendu se sont dit comment je peux faire pour mettre la main sur ce type de produit. Ben, ils ont découvert Cavissima et donc ouais, on a fait une belle année en 2020 et 2021 s'annonce encore extraordinaire. Voilà ce que je peux dire sur, sur, Ok, bah, très, très très bien. De toute façon, même enfin, sur la démarche, et les gens ont des questions, bien évidemment, même moi, on peut me contacter directement en premier lieu, mais je peux que confirmer, même quand j'ai souscrit à cette offre, alors, si je dis pas de bêtises, c'est Platinum. oui, top Euh, platinum. oui, faire que je vous ai eu directement au téléphone pour la sélection, enfin, il y a un vrai suivi, c'est normal aussi qu'il y ait un ticket minimum Ouais. pour l'entrée là-dessus, et c'est tout à fait normal quand on y réfléchit 2 secondes. Alors, quelles seraient la question qu'on vous pose le plus, ou là où les 2 questions qu'on vous pose le plus, ça peut être intéressant de voir ça ensemble. Là où les questions qu'on nous pose le plus, Oui, alors peut-être sur l'investissement dans le vin globalement, ou par rapport à vos offres, la question qui revient le plus souvent, ou c'est même pas forcément une question, mais une alors remarque ou quelque chose qui se dit le plus, oui. ben, les questions, ça peut être, c'est des questions sur la liquidité, c'est des questions comment dirais-je, aussi sur est-ce que les vins existent réellement? Qu'est-ce qui nous garantit que les vins existent? Euh, Qu'est-ce qui se passe si la société fait faillite? Voilà, c'est les questions qui sont le plus souvent posées, hein. Alors justement, ça c'est une très bonne question d'ailleurs que j'ai eue il y a peu longtemps avec un client qui avait on va dire un profil un petit peu conservateur et qui me demandait justement qu'est-ce qui se passait si Cavissima venait à faire faillite. Alors, d'abord, c'est une excellente question. Alors, la première des choses, c'est que euh, Cavissima, enfin les sociétés du groupe Cavissima sont filiales d'une holding et d'une holding que j'ai capitalisée de façon conséquente, puisqu'aujourd'hui, on a un capital qui est de l'ordre de 745 000 euros. Donc, il y a eu des recapitalisations qui ont été successives Hmm. parce que on n'a pas construit non plus aussi la société en 24 heures, hein. Il a fallu plusieurs années. Il nous a fallu déjà 2 ans pour obtenir un agrément AMF, hein. Donc, Oui, voilà. je, Donc, ça, je peux confirmer aussi pour d'autres projets, c'est pas évident du tout AMF. voilà, c'est ça. Après, tous les actifs numéraires sont isolés sur des comptes qui sont bien distincts des comptes
bancaire utilisée pour le financement de la société. Donc et là, ça fait partie des contraintes que nous a demandé, que nous a donné l'AMF. Donc, il y a une distinction réelle entre les acomptes versés par les clients et le cash de la société. C'est du pénal. Je suis pas tellement, je suis pas quelqu'un de très courageux hein, quand on parle de pénal. Hein. Donc, on va prendre un profil assez peu risqué. Et puis, les bouteilles de vin, les caisses de vin, elles sont à Genève, elles sont individualisées. C'est-à-dire que chaque caisse est identifiée du numéro de compte du client et les ports francs de Genève ont l'inventaire par client. Donc, si jamais il se passait quoi que ce soit, donc ça, ce sont des travaux qu'on a réalisés à la demande de l'AMF avec un avocat. Voilà. Voilà. Après, nous faisons les inventaires de façon extrêmement régulière. Euh, et les inventaires, alors on travaille avec des unités de stockage qui sont indépendantes hein, de nos sociétés, puisque c'est un métier en soi-même. Et puis, on travaille avec des structures qui sont d'un très haut niveau de fiabilité. Voilà, ce sont des structures que j'ai choisies pour ça. Alors, les Ports Francs de Genève, il y a, je pense qu'en 8 ans d'exercice, en 9 ans d'exercice, on a eu peut-être un ou deux écarts, pas plus. Et puis sur l'autre unité à Beaune, on est aussi sur un niveau de fiabilité qui est très très élevé. Et donc là, ça fonctionne très très bien. Il y a souvent les erreurs peuvent être dues à des erreurs humaines, hein, des erreurs de saisie ou des choses comme ça. Et comme on est en EDI, en échange de données électroniques avec notre unité de logistique de Beaune, on a réduit le risque d'erreur. Voilà, parce que pour nous, ce qui est important, c'est qu'une caisse achetée, c'est vraiment une caisse qui doit sortir. Et c'est une caisse qui doit sortir pour être bue et consommée, hein, puisque ce qui est important, c'est c'est Cavissima, on s'inscrit dans ce schéma de le vin est fait pour être bu. Ouais. Alors, il va changer de main entre le moment où il est produit et le moment où il est bu. Ça, c'est le travail c'est la fonction de celui qui va investir. Hein, voilà, mais à un moment donné, il va être bu, donc il faut vraiment qu'il soit conservé et il faut qu'il soit livré dans les meilleures conditions possibles il faut que le vin existe. Dans le cadre de l'agrément AMF, on a également, j'ai dû faire venir comment dirais-je, un expert judiciaire qui est venu vérifier que nos processus d'approvisionnement, nos processus de stockage, nos processus de livraison. Voilà, c'est un expert judiciaire qui est expert en vin aussi auprès de la Cour d'appel de Paris. Et puis, bien entendu, nos comptes sont agréés sont certifiés par des commissaires aux comptes. Donc là aussi, tout ça, ce sont des niveaux de garantie supplémentaires Oui. qui existent pour pouvoir attester que, que nos processus sont respectueux et protègent nos clients, surtout. Voilà, c'est Non, ça. mais c'est très intéressant et on pourra dire on aura répondu aux questions qui fâchent, même si évidemment on ne souhaite pas qu'il arrive malheur à quoi que ce soit, mais dans tous les cas, c'est une question, que je reçois sur quel que soit le placement ou la société. C'est qu'est-ce qui arrive s'il y a décès? Qu'est-ce qui arrive s'il y a faillite? C'est normal, bon, tout le monde ne se pose pas les questions, mais c'est important Oui, de le mentionner. Très bien, bah, merci et je voulais vous poser une dernière question quand même pour d'un point de vue plus investissement, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui voudraient travailler avec Cavissima ou le faire dans leur coin. C'est, voilà, quelques conseils peut-être pour, une stratégie, d'investissement, voilà, est-ce que vous avez des choses primordiales à nous donner sur, une stratégie de stock picking pour nos investissements dans le vin, des choses qu'il faudrait absolument faire ou ne pas faire justement? alors, à mon sens, l'erreur, alors à mon sens, une cave d'investissement, c'est une cave dans laquelle il y a 7 millésimes différents.
Très bien. et lui assurer une rotation. Donc j'achète, je revends, etc. C'est un dispositif qu'il faut commencer relativement tôt. Voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre aussi que l'achat en primeur est un achat d'opportunité, c'est un achat de risque. Et le risque, c'est quoi? C'est que finalement, le prix du vin est mal positionné par la place de Bordeaux, par le château, pour tout un tas de raisons. Et il y a eu comme ça des erreurs incroyables. Millésime 2010, Bordeaux pensait que les Chinois allaient encore une fois acheter. Ben non, ils n'ont pas acheté. Ouais. 2011, ben, il aurait fallu que les prix baissent d'au moins 50 à 60% après un millésime 2010 qui était beaucoup trop cher. Ben, ils n'ont baissé que de 30%. Donc, voilà, donc l'achat en primeur. Et tout ça, on le sait, en fait, la pertinence d'un prix va se mesurer à l'aune des millésimes à venir. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est regarder le vin dans une… Alors, on est tous excités par de l'achat en primeur. C'est toujours intéressant parce que c'est souvent le meilleur Oui, c'est vrai. prix, le plus bas Oui, oui. prix historique. Mais ce n'est pas toujours intéressant d'acheter le dernier millésime. Donc, il faut être très, très vigilant. Et là, c'est quand même… Donc, c'est important de respecter un équilibre entre des vins achetés en primeur et des vins achetés en bouteille. Ça me semble tout à fait… Donc on va dire à peu près un tiers de primeur, quoi. Oui, Pour les… on est sur un tiers en primeur, un tiers de Bordeaux livrable. On privilégie plus les Bordeaux parce qu'il y a plus de liquidité. Que les Bourgognes se valorisent très très bien, Bourgogne, Champagne, vin italien, Hmm. sauf que les marchés sont beaucoup plus étroits parce que les productions sont beaucoup plus petites aussi. Voilà, au-delà des vins de la Romanée Conti ou des vins de Roumier ou de la Louise-le-Roi qui sont intouchables, devenus intouchables, ou Coche du Riz, voilà, quand je dis intouchables, c'est-à-dire que c'est très très compliqué de les obtenir en première main. Et une fois qu'ils sont passés par une première main, il n'y a plus de valeur ajoutée. Les prix sont relativement, fluctuent pas forcément nécessairement à la hausse sur ces très très grosses pépites. Oui. Hmm. C'est pour ça que c'est intéressant de raison garder, puis de diversifier, etc. Alors, il y a quand on regarde des courbes chez Cavissima et qu'on veut faire sa cave soi-même, quand on regarde les courbes d'évolution, ce qu'il faut, c'est regarder les choses qui sont raisonnables. Faut regarder moi, je dis toujours, quand je présente des outils, c'est plus le faisceau de courbes, le faisceau, c'est les courbes de plusieurs millésimes, hein, qui sont les unes, plus le faisceau est serré, plus la marque est forte. Plus la marque est forte, et moins il y a de risques. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Hmm. Après, ce qui est vraiment important, c'est effectivement d'aller sur des produits à forte liquidité, c'est-à-dire des produits à forte demande. Et ces produits-là, ils s'appellent Smith Lafitte, ils s'appellent Pape Clément, ils s'appellent le Château Talbot, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, voilà, ils s'appellent Giscourt. C'est des produits pour lesquels il y a toujours beaucoup de demandes, beaucoup d'échanges. Euh, les marques sont très, très fortes. Et puis à côté de ça, c'est intéressant d'aller ajouter, prendre un petit risque et d'aller ajouter Oui. un Mouton Rothschild, un Château Margaux, etc., etc. Après, tout dépend du niveau de risque qu'on a envie de Oui, prendre. voilà, après, c'est même une réflexion qu'on peut retrouver un peu dans tous les marchés, hein, que ce soit marché financier, dans l'immobilier. Oui, C'est un peu la même logique. Donc ici, oui, même pour résumer, il y a une diversification à avoir, que ça soit en termes de millésime, que ça soit géographique, et voilà. en termes de domaine, et en termes de primaire aussi, oui. Alors après, j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent sur le fait que effectivement, on peut le faire soi-même. On peut investir et mettre les vins dans sa cave. Sauf que si vous mettez les vins dans votre cave, vous allez revendre vos vins à travers des ventes aux enchères. Et là, la commission, elle fait mal. Elle est de l'ordre de 20%, ou 15% pour le vendeur et 20% pour l'acheteur. Donc, D'accord. le prix net qui est offert à l'acheteur ou au vendeur, il ne va pas laisser de profit. C'est un leurre.
Et donc, nous, notre tour de force, c'est justement d'offrir des frais de conservation, d'assurance, de gestion, etc., qui sont filigranes pour permettre aux clients de revendre au prix le plus élevé. Parce que bien investir, c'est bien acheter et bien revendre. Oui, Bien acheter, tout le monde peut le faire. Et chez Cavissima, on va acheter au même prix que chez un autre caviste, puisque les prix souvent tout le monde connaît les prix, hein, ils sont, voilà. Par contre, à la revente, là, on va tirer la quintessence et on donnera au client certain. Mmh. l'opportunité d'avoir le meilleur prix possible. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait vrai et même je rajouterais pour ceux qui veulent le faire chez eux, il faut également penser à revoir les conditions de l'assurance habitation parce que s'il y a un problème, on le mentionne jamais mais faut le prendre également en compte. Exact. Heu, donc ouais, très, 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 très bien. Je vous remercie, pour, ces conseils. Est-ce que pour conclure cette très belle émission, vous voulez rajouter quelque chose pour, conclure en beauté? Écoutez, moi, je voulais simplement dire qu'on a une chance inouïe, c'est que le réchauffement climatique permet à Bordeaux, la Bourgogne, de faire des vins qui sont, même l'Alsace, la Loire, qui sont des vins d'excellence, qui sont meilleurs. Et moi, j'invite les amateurs de vin à aller sur des vins produits en biodynamie pour Mmh, mmh mh. goûter la différence. Le vin, c'est un moment de partage et l'idée, c'est de passer un bon moment avec une bonne bouteille. Et combien de fois j'ai pu me rendre compte que quand on ouvre une très bonne bouteille en biodynamie, ben, le partage est encore meilleur et l'ambiance avec les convives est toujours supérieure et on passe un bon moment. Et ben, c'est ça qu'on cherche dans le vin, en fait, c'est de passer un bon moment. Oui et même vous êtes très bien placé pour le savoir, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient investir, à 100 au début, qui au final, ont revendu pour le boire et voire même l'inverse, des personnes qui peut-être voulaient, en prendre quelques bouteilles et au final ont vraiment investi l'ensemble du du portefeuille. C'est exactement mon vrai problème, François. Moi, j'ai acheté des bouteilles de Carmaux-Brion. Elles vieillissent tranquillement dans la cave de Cavissima et tous les jours, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je les bois ou je les revends? Je les bois. C'est un dilemme de tous les jours. Voilà, c'est un vrai dilemme. Non, mais c'est normal. Donc bien sûr, pour ceux qui veulent plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou investissez dans le vin, hein. C'est l'occasion aussi de réaliser un placement qui vous tient à cœur. Profitez-en, hein, n'hésitez pas à aller en profondeur sur le sujet. Encore merci Thierry et on sait où vous retrouver. On se dit à très vite pour une prochaine émission. Merci, François. À très vite. Au revoir.